Bonjour et bienvenue sur le podcast Kanpai, format Destination, podcast que j'ai le plaisir de partager de nouveau avec toi Marjorie. Bonjour Marjorie. Bonjour Charlie. Aujourd'hui, on a laissé Kelly tranquille pour ce podcast Destination. Cette émission sera consacrée aux visites spéciales Ghibli, uniquement sur les sites officiels du studio. On va parler du musée situé à Mitaka, en banlieue ouest de Tokyo, et du nouveau parc Ghibli installé en périphérie de Nagoya. Et comme toujours, nous avons des fiches dédiées à ces visites sur Kanpai, Marjorie. Oui, voilà, donc sur les deux sites officiels, on a de longues fiches de visites qui sont consacrées donc, au musée et au parc Ghibli. Et puis on a aussi plein d'articles qui concernent le travail donc, de Hayao Miyazaki, donc le réalisateur principal du studio Ghibli. Et on vous conseille, en plus de ça, pendant le podcast, vous pouvez aller sur Kanpai pour voir justement de quoi on parle en photo, puisque vu qu'il y a les articles qui sont accompagnés d'images, eh bien ça peut vous aider à mieux vous représenter aussi le site en lui-même. Oui. Et je profite de cette introduction pour vous informer que l'expertise de Kanpai sur le sujet Miyazaki, elle passe également par celle de Gaël. Gaël que vous retrouvez déjà chaque mois lors des interviews des podcasts Kanpai évidemment. C'est un fan de la première heure et il a déjà rédigé un ouvrage à son nom, disponible en librairie et sur internet, et ça a été publié chez Third Edition. Pour le titre, vous le retrouverez sous le nom de l'œuvre de Hayao Miyazaki, le maître de l'animation japonaise. Et puis, ce que je peux en dire, c'est que ça reste à ce jour une des meilleures synthèses sur le sujet, en français notamment. Puis Gaël, il ne s'est pas contenté de reprendre des choses que l'on peut glaner déjà en français, il est allé à la source, en japonais, donc il allait chercher ces informations-là dans la matière première, en plus de son regard de fan et d'expert sur le sujet. Et donc c'est un ouvrage que vous pouvez vous offrir ou offrir à vos proches. Et en plus ça vous permettrait de compléter le podcast que l'on va aborder aujourd'hui. Et nous Marjorie, on va continuer cette introduction avec un cours historique sur le studio Ghibli. Parce que nous on va vous parler surtout du musée et du parc, mais pour mieux comprendre tout ça, c'est bien de faire un petit rappel sur l'histoire emblématique de cette création. Ce qu'on peut dire, c'est que le studio il est né de la collaboration et de l'amitié entre surtout Isao Takahata et de Hayao Miyazaki, qui travaillent ensemble à la base, donc du début des années 60, à la Toei Dora, qui est l'ancienne Toei Animation d'aujourd'hui. Mmh. Et donc ces deux hommes, ils se démarquent assez tôt, notamment du fait de leur inspiration, en plus de leur talent. Par exemple, ils se sont rendus en Suisse pour étudier la culture, la nature, pour mieux représenter ces paysages dans leurs œuvres, ou alors en se rapprochant aussi de la littérature française pour Takahata notamment. Et le point de départ du studio, on pourrait dire que c'est la formation de l'équipe lorsqu'ils ont été dans la société Topcraft, début des années 80. C'est cette équipe-là qui a permis de travailler sur Nausicaa de la Vallée du Vent. C'était un des premiers succès de ces deux hommes pour un long métrage. Et c'est après ce succès-là, même si la Topcraft a fermé entre-temps, qu'ils ont pu, grâce à des investisseurs et à leur motivation, fonder le studio Ghibli en 1985, donc avec Takahata, Miyazaki et aussi Toshio Suzuki. Oui, qui est le producteur. Exactement, ouais. Bien que Takahata voulait donner un nom japonais au studio, c'est Miyazaki qui a insisté pour que ce soit un nom autre. Miyazaki qui était un féru d'avion. D'ailleurs, le père de Miyazaki travaillait dans l'aviation, c'est ça Marjorie ? Oui, c'est ça, exactement. Il travaillait dans l'aviation japonaise. Et donc lui, il est fan d'avion depuis sa tendre enfance, Miyazaki, et il a voulu donner le nom d'un vent chaud du désert libyen, et c'est aussi un nom que les pilotes italiens, lors de la Seconde Guerre mondiale, ont repris pour désigner leur avion de reconnaissance dans les années 1930. Donc c'est à la fois cette envie de donner un nom de vent chaud pour évoquer aussi le renouveau de l'animation à cette époque-là, parce qu'on le rappelle, ils avaient fondé aussi ce studio face à un monde où l'animation bon marché des programmes télé, on va dire, faisait qu'en fait on n'avait pas le temps de travailler sur des longs métrages de qualité, etc. Il fallait aller vite et au peu cher, on va dire, et c'était pas du tout satisfaisant pour ces deux hommes pleins de talent et qui étaient prêts à travailler énormément pour leur projet. Et donc voilà, c'est ce nom qui a été attribué au studio et validé en 1985. Et donc nous, on dira pour ce podcast Ghibli, parce que ça se reproche un peu plus de notre français aussi, mais sinon vous pourrez entendre Miyazaki prononcer bien Ghibli. Et donc comme on vous le disait, ça leur permet, ce studio, de sortir des films longs et de qualité, ce qui n'était pas du tout le format standard de l'époque. Et on va en citer quelques-uns. Par exemple, en 1986 sort Le Château dans le ciel.
qui est le premier film sous l'égide du studio Ghibli justement. Et je vais te laisser la main Marjorie pour en citer quelques autres. Et il faut savoir que en fait, c'était un peu un pari incertain ce studio, et leur façon de fonctionner en tout cas au départ, c'était le fait que le succès d'un film permettra de financer le futur. Et donc vu que ça a plutôt bien fonctionné, Le Château dans le ciel, ils ont pu faire 2 films d'affilée avec Mon voisin Totoro et Le tombeau des lucioles par exemple. Oui, donc ça c'était en 1988 et c'est 2 films d'animation qui sont encore très très connus au Japon et dans le monde, notamment Totoro, sa figure elle est absolument emblématique concernant le studio Ghibli. Ce qu'on peut dire ensuite, c'est qu'ils connaissent un succès à l'international à partir de 1997 et du film Princesse Mononoke, donc qui a très bien fonctionné. Et du coup, le studio Ghibli va aussi faire plus tard un partenariat avec Disney. Donc c'est Disney qui distribue à l'international les films de studio Ghibli. Et le plus gros succès qu'ils vont rencontrer, c'est bien sûr Le Voyage de Chihiro en 2001. Donc là, c'est un énorme succès au box-office, que ce soit au Japon et à l'international. Et d'ailleurs, ce succès-là sera dépassé que pour Demon Slayer, donc quasiment plus de 20 ans après au box-office japonais. Et sinon, on peut aussi citer Le Château ambulant, qui a bien fonctionné en 2004 à l'international. Notre critique sur Kampai, elle est un peu plus mitigée sur ce film-là. Vous pourrez voir notre analyse sur le site. Et le dernier film en date, c'est Le Garçon et le Héron, qui est sorti en 2023 et pour lequel Miyazaki a reçu un Oscar. Et donc il y aurait plein de choses à dire sur ce studio, mais c'est vrai que le podcast il est dédié surtout aux visites du musée et du parc, donc on va enchaîner. On pourra noter par contre que la grande question aujourd'hui pour le studio Ghibli, c'est la question du successeur, parce qu'on ne sait pas du tout s'il y a quelque chose de prévu et on ne sait pas si même eux ont prévu quelque chose. Oui, ils ont beaucoup de difficultés depuis plusieurs années à trouver un successeur à Miyazaki. En plus, il y a eu le décès de Takahata il y a quelques années, et c'est vrai que l'avenir du studio Ghibli, il reste toujours en point de suspension. スタジオの将来はもうはっきりしてますよ。やっていけなくなります。それはもう目に見えてる。 Et donc au moins il y aura un musée et un parc. Voilà, du coup vous aurez quand même quelque chose à faire au Japon pour retrouver l'ambiance des films de Miyazaki. Au sommaire aujourd'hui, donc, on va commencer par vous détailler ce que représente et comment accéder au musée Ghibli, puis pareil pour le parc Ghibli, et enfin on vous parlera aussi de la question épineuse des billets d'entrée qui sont très difficiles d'accès à l'étranger, souvent plus chers. Donc voilà, on va aussi vous éclaircir la situation là-dessus en troisième partie. Oui. Et un dernier point, juste pour préciser que toutes ces visites qu'on va vous parler, elles sont tout public, donc aussi bien les enfants que les adultes. Le studio Ghibli s'adresse à toutes les personnes, donc les enfants et aussi les adultes, évidemment, puisque tous les fans du genre sont aussi des personnes, des grandes personnes maintenant. Oui, donc il y a tout un fan service qui s'est développé depuis, mais pas que. Si vous êtes intéressé par justement rencontrer un nouvel univers aussi, c'est quelque chose que l'on va conseiller. Et donc on commence avec notre première partie dédiée au musée Ghibli, qui est le Ghibli Museum en anglais ou le Mitaka no Mori Ghibli Bijutsukan en japonais. Est-ce que tu pourrais nous détailler un petit peu peut-être le mot ? Bijutsukan, ça veut dire musée, et puis Mitaka no Mori, c'est la forêt de Mitaka. Donc ça vous décrit en fait où c'est, donc dans une forêt, dans Mitaka, donc c'est une banlieue à l'ouest de Tokyo, et c'est là où en fait les studios Ghibli ont été pour la première fois installés dans un immeuble. Alors c'était dans la région de Kichijoji, mais c'est juste à côté en fait. Et donc le musée il est ouvert depuis 2001, il est géré par Goro Miyazaki, donc le fils de Hayao Miyazaki. C'est le petit musée d'art de Mitaka dans la banlieue ouest de Tokyo. Donc ça, il faut bien retenir que le musée, il est du côté de Tokyo. Oui, voilà, pour y accéder, il faut prendre le train. C'est en général, il faut compter 15 minutes vers l'ouest depuis Shinjuku, donc Shinjuku qui est déjà à l'ouest de Tokyo. Et donc soit on a un accès par la gare JR Mitaka sur la ligne Chuo, donc accès avec le JR Pass facilement, soit on accède par la gare de Kichijoji sur la ligne Keio notamment, parce qu'elle dessert aussi les deux. Et puis notre conseil pour y accéder, c'est de marcher d'abord dans le parc Inokashira avant d'arriver au musée. Comme ça, on est assez mis dans l'ambiance avant d'arriver jusque dans le musée, qui est donc niché un peu dans le parc Inokashira qui est un grand parc qu'on peut faire aussi pour les cerisiers au printemps et puis pour les koyo à l'automne.
Là, je vais te poser une question existentielle pour notre émission, Marjorie. Est-ce que le musée Ghibli, il vaut le coup? Oui, c'est une grande question parce que c'est un petit musée qui est assez difficile d'accès, on en parlera plus tard. Et est-ce qu'il vaut le coup? J'ai envie de vous dire oui si vous êtes un fan absolu du studio, puisque c'est vraiment, voilà, vous entrez un peu dans l'antre de la création originelle du musée, sur comment ils ont créé les films, comment ils ont dessiné, et quelles ont été leurs inspirations. Donc c'est pour tout fan absolu, c'est vraiment intéressant. Sachez quand même que l'exposition est faite avant tout pour un public japanophone, donc il n'y a pas de traduction ni en anglais, ni en français, ni autre. Donc vous allez devoir vous servir de vos yeux et de votre sens de l'observation et pour se sentir immergé, etc. Donc allez-y avec quand même une bonne connaissance sur le studio Ghibli, sur Miyazaki, sur son œuvre intégrale. Voilà, si vous ne parlez pas japonais, c'est vrai que ce sera plus compliqué de sortir avec plus d'infos, mis à part pour voir de belles choses évidemment. Et donc pour rebondir, oui c'est vrai qu'en plus de ça, il n'y a pas forcément de mise en scène très spectaculaire dans le musée. Il y a tout qui sera dans le détail de cette exposition, notamment comment sont disposés et quels sont les objets justement disposés dans le musée, les dessins, des esquisses et également des cellulos exclusifs aussi, des dioramas qui sont mis en place. Donc le plus intéressant ce sera le fameux bureau de Miyazaki et le toit terrasse avec le robot géant du château dans le ciel et aussi l'architecture extérieure du bâtiment peut-être. Oui, qui est toute colorée et arrondie, en fait, qui rappelle les dessins de Miyazaki. Donc l'architecture, elle est jolie même de l'extérieur. Puis vous pourrez aussi avoir le plaisir d'assister à une diffusion d'un court-métrage exclusif, donc c'est tout en japonais là de nouveau, c'est même pas sous-titré en anglais, dans le cinéma Saturn. Oui, ça c'est une petite projection qui est faite de 10-15 minutes, je crois. Vous n'avez pas forcément besoin de comprendre le japonais pour comprendre l'histoire. En général, c'est assez explicite. Après, vous manquera quelques clés de compréhension, c'est sûr, mais ça se regarde. Voilà, ce sont des petits courts-métrages. Alors, ils tournent en boucle, il y en a un certain nombre, et ils tournent à l'année, en fait, régulièrement, ils sont changés. Donc, ça vous permet, voilà, d'avoir votre petite touche un peu exclusive quand vous allez au musée Ghibli. Et si vous faites la visite du musée avec des enfants, ils pourront s'amuser dans le chat Nekobus qui est présent aussi dans le musée et qui est disponible donc uniquement pour les enfants. Oui, voilà, c'est une aire de jeu consacrée aux tout petits, donc on peut rentrer dedans sur un laps de temps en général assez court, puisqu'il faut que tout le monde puisse le visiter, enfin s'il le souhaite. Et c'est quelque chose qu'on peut faire uniquement si on a des enfants. En tout cas, vous regarderez vos enfants le faire. Et on a encore quelques informations à vous transmettre pour améliorer votre visite. Des choses à savoir, notamment le fait que le parcours au final il est assez court dans le musée. Donc c'est pas un grand bâtiment, ça se visite assez rapidement. Oui, en une petite heure, c'est fait. Les photos à l'intérieur, il faut savoir que comme dans beaucoup de musées d'ailleurs au Japon, ça sera interdit. Et strictement interdit. Ne vous amusez pas à essayer de faire des photos, vous aurez des recommandations assez strictes sur place. Oui, ça arrive très rapidement. Et il faut penser aussi qu'il peut y avoir du monde, évidemment. Donc, il y a une file d'attente dans le musée et au café qui va être juste à côté et dans la boutique, par exemple. Oui, et parfois dans le cinéma aussi, le petit cinéma qui diffuse les courts-métrages exclusifs. Quand vous êtes en haute période de fréquentation, donc les week-ends, pendant les périodes de vacances japonaises, etc., il se peut qu'il y ait une file d'attente qui se forme. Donc si vous voulez voir le court-métrage, à vous de voir aussi, en fonction à l'heure à laquelle vous arrivez dans le musée, de ne pas vous faire surprendre et de ne pas pouvoir y assister si vous êtes en fin d'après-midi. Sinon, il y a un peu de monde. Il peut y avoir aussi un peu de monde au niveau du robot géant qui est sur le toit terrasse pour faire une photo devant. Donc pour résumer en fait un peu la visite du musée de Ghibli, on peut dire que les avis peuvent être assez tranchés une fois que l'on a visité ce musée. En général, la magie opère, même si effectivement il est un peu petit, que tout est en japonais, mais vous rentrez dans quelque chose d'authentique. Donc en général, la magie opère. Mais on peut aussi avoir un autre avis qui des fois apparaît, c'est qu'on a l'impression un peu d'avoir perdu son temps et son argent parce que on peut se retrouver finalement un peu mis à l'écart dans ce petit musée parce qu'on ne comprend pas trop ce qu'on voit. C'est pour ça que je vous disais précédemment de y aller si vous êtes un fan absolu et que vous avez des connaissances du studio Ghibli et de ses œuvres. Là, ça vous parlera. Vraiment, si vous avez peu de connaissances et que vous y allez parce que c'est à la mode, vous risquez d'être un peu déçu parce que vous n'allez pas comprendre ce que vous voyez. Donc ce sentiment de frustration, il est
Aussi, il peut être aussi également vécu parce que l'obtention des billets est vraiment compliquée depuis l'étranger. Donc ça fera l'objet de notre partie 3, comme tu as cité plus précédemment, Charlie. On va en faire une partie totale pour vous expliquer pourquoi c'est si compliqué que ça d'avoir des billets et pourquoi ça peut coûter très cher. Et que du coup, si vous voulez vraiment y aller et que vous habitez donc l'étranger, il faudra que vous acceptiez de payer un tarif un peu élevé par rapport au prix que les Japonais peuvent payer, parce qu'il y a quand même une différence, parce que c'est beaucoup plus facile d'obtenir un billet quand on est au Japon que quand on est à l'étranger. Et si vous ne souhaitez pas payer ce prix, ne prenez pas de billet, et comme ça, vous serez moins frustrés. Mais voilà, c'est un joli musée qui convient aux fans. Et après, il y a tout un ensemble de choses qui va avec ce musée. Il y a le fait que ce soit difficile d'y aller. C'est comme ça, c'est une politique aussi qui est entretenue par le studio Ghibli, et la rareté doit se mériter. Oui, ça on vous le rappellera, mais ce n'est pas une volonté des revendeurs, des intermédiaires. C'est vraiment aussi que ça se passe comme ça, même pour les Japonais. L'administration autour de ce musée est faite, en tout cas pour le moment, ainsi. Donc, on doit s'y plier si on veut visiter ce musée. Oui, voilà. Depuis son ouverture, les conditions d'accès sont très strictes. Et on va pouvoir enchaîner sur notre partie 2 consacrée au parc officiel Ghibli. Il a été inauguré le 1er novembre 2022 à Nagoya, donc c'est un musée vraiment très récent, sur l'ancien site de l'Expo universelle d'Aichi en 2005. Oui, au sein du parc Morikoro. Donc là, en fait, devant, je pense, le succès du musée Ghibli et le fait qu'il soit souvent complet et que c'est difficile d'avoir des places, on a enfin un parc d'attractions Ghibli officiel qui a été créé dans les années, donc qui a été installé dans les années 2020 et ouvert depuis le 1er novembre 2022. Il s'agit davantage d'un parc à thème avec des décors issus de l'univers des films d'animation du studio et plus particulièrement de son célèbre réalisateur Hayao Miyazaki. Et donc il ne faut pas s'attendre non plus à vivre des sensations fortes puisque ce n'est pas un parc d'attractions dans le sens montagne russe, Grand 8, etc. C'est vraiment un parc d'attractions qui se visite aussi avec les yeux. Oui, c'est un parc immersif plus qu'un parc à sensations. Et là, pour le coup, vous pouvez prendre des photos. Il y a même pas mal de corners spécifiques qui sont disponibles pour faire ces selfies et justement que ce soit instagrammable et diffusable sur les réseaux sociaux, justement. Oui, vous avez dû déjà voir des photos ou des vidéos si vous vous intéressez à la destination. Par rapport au musée Ghibli, où on a très très peu d'informations sur ce qui se passe à l'intérieur, là, dans le parc, on voit vraiment comment il s'organise, quels sont les spots photos à faire. Il y a des très très beaux décors à taille humaine qui sont mis en avant et effectivement, il y a plusieurs spots photos et le parc veut aussi se promouvoir comme ça en étant très très visuel. Et donc pour ce que vous pourrez y voir, il y a d'abord un bâtiment central qui est là depuis le départ, parce qu'en fait le parc il a été aussi construit au fur et à mesure des années. Il arrive quasiment à son aboutissement presque total là. Et donc il s'agit de l'entrepôt géant qui est le seul monde en intérieur. Il y a plusieurs décors de films dedans qui sont exposés, comme le bureau de Yubaba dans Chihiro. Et vous pourrez également y voir le monde d'Arietti, qui est cette petite fille qui vit à hauteur d'herbe. Dans l'entrepôt géant, on trouve aussi une très belle exposition où l'on peut se faire photographier au sein de scènes de films cultes. Donc ça, c'est une exposition qui marche très très bien, qui est très populaire. Pour les scènes de films, on peut vous dire par exemple la bagarre dans Porco Rosso, la course sur l'eau dans Ponyo notamment. Donc on se met à côté de Ponyo et on court sur les vagues et on peut se faire prendre en photo. C'est assez sympathique à faire et on se met nous-mêmes en scène. Alors effectivement, il peut y avoir un peu de queue parce que chacun va prendre sa photo, mais c'est vraiment intéressant. On retrouve aussi dans l'entrepôt géant un cinéma qui diffuse les mêmes courts-métrages que ceux qu'on peut voir au musée Ghibli. Donc celui-ci, ce cinéma-là, il est un peu plus grand, donc il peut accueillir plus de personnes, donc il y a moins normalement de temps d'attente. Enfin, en tout cas, en termes de roulement, ça fonctionne bien. Et puis aussi, on peut voir pas mal de boutiques, il y a un restaurant. Et en ce moment, on peut aussi apercevoir l'Oscar qui a été reçu donc, par Miyazaki pour Le Garçon et le Héron. All right, and the Oscar goes to The Boy and the Heron. Alors,
Combien de temps il va être exposé, ça, j'ai pas exactement l'information. Mais en tout cas, en ce moment, on peut le voir au sein de cet entrepôt. Donc l'entrepôt géant, pour rappel, c'était un bâtiment qui existait déjà au moment de l'exposition universelle d'Aichi de 2005. Et donc il a été préservé. Il y a une partie de ce bâtiment qui est consacrée donc, au parc Ghibli, et l'autre partie, en fait, c'est toujours un complexe sportif. Donc je crois qu'il y a une piscine à l'intérieur. Mais qui n'est pas comprise dans le billet d'entrée. Non, voilà, ça fait partie. En fait, dans le parc Moricoro, vous avez le parc Ghibli et vous avez aussi des attractions qui sont à part, que vous pouvez faire le même jour, mais qui sont pas comprises dans le prix du billet, mais qui sont tout à fait disponibles. Et puis, on va avoir 4 autres zones disponibles pour ce parc. Il y a la colline de la jeunesse, autour des personnages chats des films Si tu tends l'oreille et du Royaume des chats. On a aussi en autre zone la forêt d'Ondoko, autour de Totoro. Donc c'est une zone qui est un peu plus éloignée depuis l'entrée du parc. Et il faudra marcher un petit peu pour visiter par exemple la maison de Satsuki et Mei, qui était une attraction originale de l'expo de 2005, qui a été préservée et toujours ouverte. Oui, c'était en fait la seule chose qu'on pouvait visiter avant l'ouverture du parc Ghibli en référence donc, au studio. On pouvait visiter la maison de Satsuki et Mei. D'ailleurs, on l'avait fait il y a quelques années et on a une fiche spéciale sur Kampai. Donc la forêt d'Ondoko, la colline de la jeunesse et l'entrepôt géant, c'était les 3 premiers mondes qui ont été ouverts à l'inauguration en 2022. Et depuis la fin de l'année dernière, on a ajouté 2 nouveaux mondes pour compléter un peu plus l'offre du parc Ghibli. Donc le village de Mononoke et la vallée des sorcières. Et dans le village de Mononoke, vous pourrez, donc lui il a été inauguré en novembre 2023, le 1er novembre d'ailleurs, et vous pourrez y constater la reproduction de la forge Tatara et du village Emishi. Oui, et puis dans la vallée des sorcières, donc c'est le dernier et grand univers ouvert en mars 2024. Il est inspiré donc du château ambulant, donc avec une reproduction de ce château en grandeur nature, mais aussi de Kiki la petite sorcière. Donc on retrouve la boulangerie et la résidence Okino, et aussi du film Aya et la sorcière. Donc là c'est la vallée des sorcières autour du personnage femme et sorcière que Miyazaki aime beaucoup mettre en scène dans ses films. Et donc nous on n'a pas pu le faire encore, on n'est pas retourné au Japon en mars pour le faire, mais il me semble que dans la boulangerie on peut acheter son propre pain d'ailleurs. Oui, c'est une boulangerie, une vraie boulangerie qui fonctionne. Oui, dans les mondes, vous avez parfois des ateliers, en fait, vous pouvez participer comme des ateliers culinaires, etc. Donc ça, c'est des choses, alors en plus à payer du billet d'entrée, mais c'est des petits ateliers qu'on peut faire comme si on était dans le film d'animation. Et il me semble qu'à Kampai, on va les visiter en juin du coup, pour faire des articles dessus. Oui, voilà. On avait fait une première visite en mars 2023 pour les 3 premiers mondes. On y retourne cette année dans un bon mois pour aller visiter en fait les 2 derniers mondes. Et ces 2 derniers mondes, ça enrichit vraiment en fait le parc, parce que on l'avait écrit dans l'article que c'était un peu rapide à faire, et que, à part l'entrepôt géant, les 2 autres mondes étaient assez rapides à faire. Mais là, les 2 derniers mondes sont quand même plus grands, il y a plus de choses à voir et à visiter. Donc là, maintenant, c'est beaucoup plus complet et ça prend plus de temps aussi. Donc là, vous pouvez compter une bonne journée, un rythme assez tranquille, mais pour faire cette visite. Et va falloir privilégier donc des horaires plutôt matinaux, puisque les entrées sont horodatées. Donc privilégiez avant tout les matinées, puisque ça ouvre à partir de 10h seulement et ça ferme à 17h pile. Donc voilà. Voilà, le parc ferme assez tôt dans l'après-midi, il faut le savoir. Et donc plus tôt vous arrivez dans la journée, plus tôt vous avez le temps de faire tous les mondes dans le détail, de prendre votre temps pour vous déplacer, pour découvrir tous les décors, tous les détails qui ont été mis au sein du parc. Et j'allais te demander un peu comme pour le musée, est-ce que le parc Ghibli ça vaut le coup? Et je crois que tu y as déjà répondu, puisque oui, en fait, depuis surtout que tous les univers sont ouverts. Oui, vraiment, depuis l'ouverture des 5 mondes au complet, je trouve que le parc Ghibli, ça vaut vraiment le coup. Sachant qu'en plus, ils ont mis en place des billets combinés. Avant, il fallait acheter pour chaque monde son billet d'entrée, donc c'était un peu compliqué. Et maintenant, vous avez des billets combinés qui sont en vente, donc c'est beaucoup plus facile. Du coup, cette facilité-là et le fait qu'il y a beaucoup plus de choses à voir, on a plus de monde au parc Ghibli ces derniers mois qu'il y avait au début de l'inauguration du parc. Donc des petites files d'attente peuvent se former devant certains spots photos, et notamment dans l'entrepôt où il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Je dirais aussi que
C'est l'occasion de sortir un peu de Tokyo et Kyoto et d'aller visiter Nagoya, parce que c'est vrai que c'est assez excentré des sites touristiques phares. Le parc Ghibli, il faut aller jusqu'à Nagoya et ensuite c'est dans la banlieue de Nagoya, mais bon, ça se fait facilement en transport en commun. Mais vous pouvez du coup en profiter pour visiter la ville de Nagoya, son château qui est en train d'être refait et qui est magnifique. Et c'est une grande ville qui aussi sert de hub de transport. Donc vous pouvez après rayonner un peu partout autour de Nagoya, puis aller vers le Kansai. Et aussi dans la préfecture de Mie. On peut aussi, donc ça je vous l'avais dit, profiter de la journée, de la fin de journée peut-être pour se balader au parc Morikoro, donc qui est assez grand en plus de la superficie qu'occupe le parc Ghibli. Et c'est une occasion aussi de faire du shopping spécial Ghibli parce que vous aurez des produits sur ce parc qui ne sont pas vendus ailleurs. Donc ça peut être aussi très intéressant. Moins pour le porte-monnaie, mais mieux pour les souvenirs. Et puis c'est un parc qui va très bien avec des enfants parce que du coup vous pouvez les faire courir, les faire marcher. Enfin voilà, même si vous êtes devant des décors qui sont assez statiques, vous avez quand même beaucoup de choses où ils peuvent se défouler et tout. Donc ça c'est vraiment sympa. Et puis vous avez des personnages phares pour les enfants comme Totoro, Ponyo et Kiki qui sont très bien mis en scène au sein du parc. Pour conclure et pour faire une comparaison, je dirais que le parc Ghibli, il est un peu plus immersif que le musée puisque vous avez des décors en grandeur nature. Il est aussi un peu plus international, plus facile d'accès pour les visiteurs depuis l'étranger. Il y a des choses qui sont traduites aussi en anglais, donc c'est un peu plus fait pour un public un peu plus large, alors que le musée était fait plus pour un public plus confidentiel et fan de la première heure et qui maîtrise quand même un peu le japonais. Donc pour vous donner une comparaison entre les deux sites à faire, vous pouvez très bien faire les deux sites aussi parce que c'est complètement différent. Vous n'aurez pas du tout la même expérience au musée ou au parc Ghibli. Donc les deux se complètent très bien. Et puis si vous ne pouvez pas faire les deux, vous pouvez en choisir un sur les deux aussi, ça fonctionne bien. Et comme tu le disais, vu qu'il est proche de Nagoya, c'est vrai que ça fait aussi sortir un petit peu du circuit classique Tokyo, Kyoto, Osaka. Donc ça peut permettre de voir une autre facette du Japon. Oui, voilà, ça peut sortir un peu de ce qu'on connaît le plus et ce qu'on voit comme les sites incontournables. Et désormais, nous allons passer à notre troisième et dernière partie, obtenir des billets d'entrée depuis l'étranger. Et on sait que vous avez hâte d'en savoir plus et de comprendre un peu mieux comment s'y prendre et surtout comprendre pourquoi c'est si compliqué d'obtenir ces sésames pour entrer dans ces parcs. Oui, c'est un sujet qui est épineux et qui est traditionnel concernant Ghibli, donc on l'a un peu évoqué précédemment, mais c'est une façon de penser qui est très japonaise et très liée aux équipes du studio Ghibli. Donc c'est pas du tout quelque chose qu'on a souhaité, nous, en tant que fan ou en tant que même professionnel du tourisme. Le studio Ghibli, en fait, crée cette espèce de rareté à pouvoir venir. Vous avez des créneaux horaires, un nombre de personnes limité par jour et une façon de réserver en avance uniquement sur Internet ou à distance qui explique que ça soit difficile de y aller. C'est pas du tout une volonté de la part de professionnels du tourisme qui voudraient en fait vendre plus cher ou dire mais non c'est pas possible pour y rentrer. C'est vraiment quelque chose qui est à la base organisé par le studio Ghibli. Ils veulent que leur site en fait officiel reste des sites agréables à visiter et donc pour cela ils mettent plusieurs barrières et c'est ces barrières-là qui expliquent aussi aujourd'hui pourquoi c'est compliqué de venir dans ce musée, dans ce parc. Oui, parce que même si vous passez par des intermédiaires, eh bien, même pour eux, c'est assez compliqué d'obtenir les billets. Par exemple, il faut savoir que pour le musée, vous ne pouvez acheter votre billet que le 10 du mois précédant votre visite et à 10h heure japonaise. Oui, voilà, il faut réserver en avance et à des heures très précises. Donc ça, c'est une chose déjà, c'est une première difficulté pour obtenir un billet d'entrée, c'est qu'il n'y a pas de vente sur place de possible. Tout est fait en avance sur Internet ou alors dans les combini au Japon. Et suivant donc le calendrier bien précis que tu viens de dire, ça veut dire que chaque mois, le 10 du mois, pour le musée, on ouvre les visites au mois d'après. Et pour le parc, maintenant, c'est 2 mois à l'avant. Donc, par exemple, pour le parc Ghibli, qui donc ouvre ses réservations 2 mois à l'avance, le 10 mai à 14h, vous avez la billetterie qui va s'ouvrir pour le mois de juillet.
Voilà, c'est des petites choses qu'il faut savoir qui sont essentielles et en général, les billets partent tout de suite. Donc si vous arrivez le 11 mai, le 12 mai, vous avez peu de chances d'avoir des places ou alors vous aurez des places que vous n'aurez pas choisies à des créneaux horaires un peu plus tard et peut-être pour le parc Ghibli avec des billets qui ne comprennent pas l'intégralité des visites possibles. Oui, par exemple, tu parles de places limitées, eh bien, il y a des créneaux horaires aussi qui s'ajoutent à cela. Par exemple, il y a 4 créneaux pour le musée, de 10h à 16h pour les étrangers et 7 pour les Japonais, 6 pour le parc, par exemple, entre 10h et 15h. Donc ça limite aussi les possibilités. Par exemple, si vous avez un billet pour 15h pour le parc, eh bien, en fait, ça vous fait que 2 heures de visite possible. Donc, il suffit qu'il y ait du monde, etc. Enfin, voilà, tout ça peut ajouter de la frustration. Et vous aurez constaté sans doute qu'il y a un prix d'appel qui est très intéressant sur le territoire japonais pour le prix du musée surtout, qui va être à peu près à 6 euros puisque c'est seulement 1000 yens pour un tarif adulte. Et pour le parc, on est sur un tarif de 3500 yens jusqu'à 7800 yens, donc jusqu'à 46 euros, on va dire entre 20 et 46 euros. Pour résumer. Cependant, ce n'est pas du tout les prix que vous pourrez trouver si vous les achetez depuis l'étranger. Et donc à Kampai, on veut vous sensibiliser sur le fait que avec tout ça, il y a 2 canaux de vente, donc que l'on habite au Japon ou non. Et vous allez vite comprendre que les touristes étrangers ne sont absolument pas favorisés pour accéder à ces espaces, puisque par exemple, on peut les acheter au Konbini Lawson en exclusivité sur des bornes ou sur Internet pour les Japonais. Donc il faut avoir une carte bancaire et un téléphone japonais. Sinon, ce n'est pas possible, mais si vous êtes là-bas pendant 3 mois et que vous n'avez pas ces conditions-là à dispo, eh bien, ce ne sera pas possible de les acheter au Konbini Lawson. Oui, parce que ce sont des réservations nominatives. Donc, en fait, on va vous demander votre identité pour pouvoir réserver une place. Et ensuite, l'autre canal, ce sera la réservation en ligne pour l'international, mais en réalité c'est quasi impossible à finaliser, même en se connectant à l'heure dite, comme tu disais, ça part très très vite, puisqu'il y a aussi les Japonais qui achètent directement sur place, qui se ruent sur ces places qui sont rares. Oui, en fait, cette réservation en ligne qui ouvre à 10h le mois précédent pour le musée, elle est vraiment quasiment impossible à avoir quand on habite à l'étranger. On a beau se connecter en plein milieu de la nuit pour être à l'heure locale, le tunnel de transformation ne va jamais jusqu'au bout. En fait, vous avez les demandes japonaises qui vont arriver en même temps et qui vont prendre le pas. Et c'est très, très, très incertain si vous choisissez cette option-là pour avoir votre place au musée Ghibli. Donc ça, c'est surtout vrai pour le musée. C'est aussi vrai pour le parc, peut-être un peu moins. Il y a un peu plus de place, même si pour le pass premium, c'est quand même vite sold out. Donc depuis mars 2024, par exemple, on peut enfin acheter un billet qui couvre plusieurs mondes, comme tu disais, ce qui n'était pas le cas avant. Donc ça facilite un peu la donne. Mais en même temps, le pass peut être vite rare. Donc depuis mars 2024 pour le parc Ghibli, maintenant il y a 2 passes en fait combinés qui permettent d'accéder au monde. Donc je vais vous dire juste les fins. Le Day Pass, c'est celui qui permet d'accéder aux espaces extérieurs et à l'entrepôt. Alors celui-ci, il peut être encore acheté quelques jours après la mise en vente parce que c'est pas celui qui part le plus vite. Celui qui part le plus vite, c'est le Day Pass Premium, donc le billet premium qui là donne accès à tout et donc notamment aux ateliers payants pour faire des brochettes de riz, etc. et aussi aux visites en intérieur. Il faut savoir que quand on va au parc Ghibli, c'est vrai qu'on a envie de faire l'intégralité du parc, donc c'est le pass premium qu'on souhaite avoir en priorité, c'est normal. Et là, vous voyez, on est le 16 mai et donc les passes ont été ouverts le 10 mai pour le mois de juillet, ils sont déjà tous sold out sur la version étrangère du parc Ghibli. Donc c'est pour vous dire que ça part assez vite. Et avant mars 2024, pour ceux qui s'étaient renseignés plus en amont, donc on achetait les billets monde par monde et pour les visiteurs étrangers, on ne pouvait arriver qu'à partir de midi à l'entrepôt. Donc c'est pour vous dire que le studio Ghibli va privilégier en fait les personnes japonaises ou ceux qui habitent au Japon pour leur donner des billets donc moins chers et avec plus de créneaux et plus de nombre. Et pour les touristes étrangers, voilà, c'est un peu plus compliqué d'accéder à ces 2 sites-là. Et donc on va en venir aux solutions, puisque avec tout ça en information, eh bien vous allez être peut-être plus à même aussi de bien saisir pourquoi c'est compliqué et pourquoi c'est cher d'accéder à ces parcs souvent. Et donc en solution, on peut vous proposer, si vous connaissez quelqu'un au Japon, cette personne-là pourra réserver pour vous directement à un Lawson, mais comme tu le disais, le 10 du mois précédent la visite pour le musée ou 2 mois avant pour le parc, et on voit que c'est très très vite pris. Donc si ce n'est pas fait le 10,
on peut estimer qu'il y a très peu de chances d'avoir de place, ou alors à des horaires pas très pratiques, du style 15h ou fin de journée. Et puis c'est quelqu'un au Japon que vous pouvez, qui est disponible pour aller dans un Konbini Lawson à l'heure dite, et qui va vous réserver les billets et va soit vous les garder, soit vous les envoyer à votre lieu de résidence. Donc faut connaître quelqu'un sur place en qui vous avez confiance. Et sinon, la deuxième, on va dire, et dernière solution, ce sera de passer par un intermédiaire. Donc ça suppose forcément que le prix d'obtention des billets sera plus élevé que celui qui est indiqué sur le ticket que vous allez recevoir, peut-être si vous passez par ces intermédiaires ou si vous passez directement sur le site. Donc en fait, il y a vraiment une chasse réelle aux billets, puisque faut savoir que les entreprises ou les agences qui vont fournir ce service, eh bien, ils vont envoyer du monde sur place pour faire la démarche qu'un Japonais ferait, puisqu'ils ont les cartes japonaises, les numéros japonais, etc. Donc ils peuvent faire cela pour vous, mais ça suppose donc de se déplacer, d'avoir aussi tout un outillage pour justement faire payer directement, comme on le disait, le numéro japonais plus les cartes bancaires pour chaque client, ça peut être compliqué. Oui. Donc ça demande forcément du temps, qu'on ait réussi d'ailleurs à vous obtenir un billet ou pas. Hein. Généralement, c'est le cas si c'est fait le 10 du mois, mais ça demande forcément du temps de la part de ces agences avec une présence physique pour vous obtenir ces billets. Donc il y a un taux d'échec qui est possible évidemment pendant les périodes les plus demandées, notamment les week-ends ou la période Golden Week, etc. Oui, donc on privilégie, si vous faites en fait une demande par un intermédiaire pour accéder au musée ou au parc Ghibli, on va vous demander vos créneaux horaires et vos dates de préférence. Donc pour être sûr de payer un service pour lequel vous aurez satisfaction, on vous conseille de privilégier donc un jour en semaine et de demander des créneaux horaires. Alors soit le matin pour le parc Ghibli, en général ça sera assez facile. Après pour le musée, comme c'est un musée qui est assez rapide à visiter, vous pouvez très bien aussi le faire dans l'après-midi, vous aurez le temps de le visiter. Le parc Ghibli, on va vous conseiller d'avoir un créneau horaire en matinée. Et pour le musée, si vous avez un créneau horaire dans l'après-midi, ça ira aussi parfaitement. Ça vous permettra aussi de visiter Mitaka avant d'aller et de terminer votre journée au musée Ghibli. Une fois qu'on sait tout ça, on peut bien s'organiser. Je terminerai en vous lisant un commentaire qu'on a vu sur une agence, par exemple, qui résume bien la situation et ce que l'on entend de la part des clients. Le commentaire, je cite, est le suivant. Il est clair que c'est un engorgement organisé par les agences de voyage parallèles pour revendre les entrées soit 10 fois plus chères, soit accompagnées de prestations inutiles. Donc ça, évidemment, comme vous l'aurez compris, c'est quelque chose qui est faux. Oui, voilà, on peut le comprendre parce que c'est vrai que c'est un sentiment de frustration entre le prix initial et le prix de revente, et puis aussi la difficulté d'obtenir exactement le billet à l'heure qu'on veut, au jour qu'on veut. Mais c'est pas du tout quelque chose qui est voulu de la part des revendeurs. Ça, c'est vraiment une information qu'il faut bien comprendre. C'est initié en fait par le studio Ghibli parce que c'est comme ça qu'ils voient les choses, et après c'est à respecter aussi. Enfin, c'est leur propre site quelque part, donc ils organisent un peu comme ils veulent. C'est vrai que c'est pas très commercial, on est d'accord, c'est assez compliqué, mais c'est comme ça qui fonctionne. Et soit on souhaite vraiment y aller et on y met les moyens, soit on se dit que le jeu n'en vaut pas la chandelle, et dans ces cas-là, on passe son tour et on va faire autre chose. Oui, en plus de ça, il n'y a pas de QR code jusqu'à présent, donc ça ne peut pas être digitalisé. Donc on doit vous retirer un billet qui est physique et vous l'envoyer, par exemple, si vous l'achetez depuis la France. Souvent, les agences peuvent vous l'envoyer directement, vous l'envoyer au Japon, mais en tout cas, il y a tout ce transfert-là aussi, mais qui prend du temps, qui coûte de l'argent aux agences. Oui, c'est vraiment une organisation assez militaire et millimétrée pour que tout fonctionne bien. On a une date précise, un horaire précis, on doit mobiliser des moyens sur place et ensuite redistribuer les tickets à chaque acheteur. Donc c'est quelque chose qui prend du temps et qui du coup a un coût, mais c'est aussi votre sésame pour aller visiter le musée Ghibli. Oui. Et enfin, on pourrait vous dire de ne pas oublier votre passeport, parce que comme tu le disais tout à l'heure, c'est nominatif, donc on aura besoin de votre identité. Après, quand vous réservez pour un groupe, vous avez seulement besoin d'un seul nom et prénom pour le groupe en entier. Voilà. Et pour tous ceux qui ne peuvent pas aller au musée Ghibli ou au parc et qui sont sur place au Japon, en conclusion, on vous dira d'aller visiter. Donc, ce sont vraiment des belles boutiques au sein desquelles on entend les thèmes musicaux des films du studio Ghibli. Donc, ce sont vraiment des belles boutiques qui sont très agréables à visiter. Il y en a pas mal au Japon. On a une fiche visite là-dessus sur Kanpai pour avoir les adresses de toutes les boutiques. Donc vous en avez des indépendantes ou alors dans les centres commerciaux. Et là, par contre, il n'y a pas de billet d'entrée. Vous pouvez y accéder comme vous voulez et faire votre shopping.
Donc voilà, nous, avec toutes ces informations, on vous souhaite une très bonne organisation si c'est des destinations qui vous plaisent et qui vous donnent envie. En tout cas, sachez que nous, elles nous ont ravis, que ce soit le musée qui est plus petit, qui est aussi un peu plus rapide à faire, on l'a dit tout à l'heure. Et surtout, il faut être plutôt japanophone pour bien en profiter. Et puis après, vous avez tout le parc qui offre de très beaux points de vue et des décors grandeur nature vraiment très, très agréables à voir pour vous plonger dans l'univers de Miyazaki, entre autres. Et donc, on va conclure ainsi, Marjorie. Oui, donc comme ce qu'on vous dit depuis le début, il faut bien préparer en avance ces visites au Japon et les visites relatives au studio Ghibli en font partie, mais c'est l'exemple parfait si vous voulez vous assurer une place au musée ou au parc. Et donc voilà, dans ce podcast destination, on va en profiter, donc comme on l'a déjà fait pour Tokyo, Kyoto et Osaka pour vous permettre d'organiser peut-être un peu mieux, de découvrir autrement certaines destinations. Et ça peut aussi vous donner, comme aujourd'hui, pas mal d'astuces pour mieux comprendre aussi comment accéder à certaines activités. Exactement. Et donc on va s'arrêter là. On vous remercie chaleureusement pour vos messages de soutien sur les réseaux sociaux, pour le fait de nous noter avec plein d'étoiles comme vous commencez à le faire. Et n'hésitez pas à partager notre contenu sur Internet, évidemment. C'est comme ça que le bouche à oreille se fait le mieux. Donc merci Marjorie pour ton temps aujourd'hui et on se dit à très bientôt pour le podcast Voyage cette fois. Merci Charlie, au revoir. Au revoir. Retrouvez plus de Destination Japon sur nos podcasts. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Kanpai. Nous espérons qu'il vous a plu et que vous en avez appris plus sur le Japon. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, de nous noter 5 étoiles si vous le souhaitez, et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode.